Il y a abondance de programmes, de livres, de magazines publiés à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Charles de Gaulle. Mais plus largement, il y a la place que l'histoire occupe dans les médias français. L'histoire, c'est le sujet qui, hors actualité, séduit le plus les médias. Il suffit de dresser une liste non exhaustive, parce qu'on n'a pas le temps. 2 chaînes de télévision, il y a toute l'histoire et Histoire TV. Des émissions récurrentes sur de grandes chaînes, et souvent en prime time, France 2, France 5, Arte, RMC Découverte. Des magazines à la radio, historiquement vôtres, sur Europe 1. Et des magazines papier et maintenant des chaînes YouTube. Est-ce que cela a toujours été le cas ou est-ce un marqueur de notre époque? Comment parle-t-on de l'histoire aujourd'hui et quel rapport entretient-elle avec l'actualité et les médias? Pour répondre à ces questions, 2 invités. Bonjour Jean-Pierre Cottet. Bonjour. Vous êtes réalisateur d'un documentaire sur la vie du général de Gaulle, De Gaulle, histoire d'un géant. C'est ce soir sur France 2. Et en ligne avec nous, Patrick Boucheron, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des plus grands historiens français, professeur au Collège de France, et vous présentez un programme d'histoire sur Arte. Ça s'appelle Quand l'histoire fait date, date au pluriel, une date, un événement et votre voix pour le commenter. Alors si on parle d'histoire aujourd'hui, c'est en grande partie à cause du contexte, le général de Gaulle, série événements sur France 2, je l'ai dit, documentaire, dont le vôtre, Jean-Pierre Cottet, des livres à foison. Est-ce que vous attendiez à autant de production médiatique autour des commémorations de sa mort quand vous êtes lancé dans ce projet il y a plusieurs mois, évidemment? Plusieurs mois. Il y a 3 ans, exactement. Il y a 3 ans, bah voilà. Donc non seulement on s'y attendait, mais on l'a largement anticipé. C'est lors d'une discussion avec Éric Roussel, qui est un des biographes du général chez Gallimard. Et en discutant avec Yves, avec Éric, il y a 3 ans, on s'est dit qu'il allait y avoir une vague de commémoration à laquelle nous allions activement participer. Et vous êtes dit, il faut qu'on prenne la vague, ou au contraire, vous êtes dit, tiens, comme il y a une vague, on va se mettre à côté? Non, on s'est dit, on va se mettre sur le sommet de la vague, et ce qu'on a tenté de faire. Mais il est dans ce documentaire, évidemment. Il travaille avec vous sur le doc. Patrick Boucheron, est-ce que vous allez consacrer un épisode à quand l'histoire fait date au général de Gaulle, ou au contraire, la vague est trop haute? Trop haute pour nous. Non, on se met effectivement un petit peu à côté. Mais on parle de commémoration aussi. Il y a 15 jours, on était sur quelque chose de plus sombre, une anti-mémoire, le 17 octobre 1961, le massacre colonial à Paris. On va en parler. Mais ça part de la même exigence et du même sentiment d'urgence de parler de l'histoire aujourd'hui. J'aime beaucoup entendre le mot urgence avec l'histoire. Quand vous faites la mort de Socrate, on n'est pas vraiment dans l'urgence. C'est ironique ce que vous dites. C'est l'histoire de Socrate, le procès de Socrate, ça intéresse aussi parce que c'est le rapport entre la démocratie et le savoir. Est-ce que on doit obéir aux experts? C'est ça que l'épisode pose comme problème. Donc c'est le nôtre. Ouais, on va justement parler de la résonance dans l'actualité. Et là, on voit avec la parole des experts, on est plus que dans l'urgence, on est dans l'actu pure et dure. Dans votre film, Jean-Pierre Cottet, vous imaginez le général de Gaulle chez lui à la fin de sa vie. Il déroule le fil de sa vie. Il revient sur les événements historiques qu'il a vécu et parfois créés. L'appel du 18 juin, la libération, la décolonisation, la 5e République, la liste est longue. Et vous revenez également sur quelques épisodes moins connus de sa vie. Comme ici, en 1912, Charles de Gaulle sort de Saint-Cyr, la grande école militaire, et il choisit d'intégrer un régiment d'infanterie dirigé par un colonel qu'il croisera souvent sur sa route. Le colonel qui commande ce régiment, un certain Philippe Pétain, a 56 ans. Son non-conformisme, son caractère abrupt, irritent la hiérarchie militaire. Les 2 hommes s'apprécient et tissent des liens de complicité. Leur relation prend même des tournures plus privées. Plus tard, De Gaulle fera cette confidence à un journaliste. Il aimait les femmes comme on les aime à 50 ans, et je les méprisais comme on les méprise à 20 ans. C'est-à-dire que nous en parlions tout le temps. Incroyable. Ce sont 2 destins incroyables. Non mais surtout, jamais j'ai découvert avec vous que les 2 hommes se sont un jour bien entendus et pour parler de femmes. Ils étaient extrêmement complices dans leur relation aux femmes. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils ont même aimé une même femme. Ah bon? Oui, c'est pas une révélation, mais... Laquelle? J'ai pas le nom, je suis désolé. Dans votre documentaire, De Gaulle est incarné par Bernard Farcy. Il l'avait déjà joué, Bernard Farcy, en 2006, dans la fiction Le Grand Charles. De Gaulle est à la Boisserie en 69, il est seul, après avoir quitté le pouvoir, il se remémore tous les grands événements de sa vie, mais là, ils sont racontés non pas par la voix de Bernard Farcy, mais par la voix de Denis Podalides avec des images d'archives. Pourquoi avoir choisi ce mode de narration, cette formule hybride? C'était un pari dont certains doutaient au départ. C'était la complexité sonore de la voix de Gaulle, parce qu'on a 3 De Gaulle finalement. On a Bernard Farcy, Podalides et puis De Gaulle dans tous ces interviews.
Et je pars du principe qu'il y a une convention qui se passe avec le public, elle marche ou elle ne marche pas. Et là, en l'occurrence, elle marche. Mais pourquoi vous faites ce choix d'avoir deux voix différentes pour De Gaulle ? Pourquoi ne pas avoir fait commenter les événements par la voix du comédien Bernard Farcy ? Il fallait qu'on marque le lieu. Il y a deux films en parallèle, il y a deux histoires. Il y a sa vie, de sa naissance à Lille à sa mort. Et puis, il y a cette dernière année, ces derniers mois qui passent à la Boisserie. Et donc, toute sa vie est racontée par Podalides, tandis que les mois de la Boisserie sont racontés par Bernard Farcy. C'est deux voix, deux lieux et deux moments différents. Et si on avait mélangé les voix, à ce moment-là, on aurait provoqué la confusion sur les périodes. Patrick Boucheron, je me tourne vers vous. Vous avez consacré un numéro de Quand l'histoire fait date à l'une des épidémies les plus dévastatrices de l'histoire, la peste noire. Je voudrais qu'on entende un son. À partir de 1347, 25 millions de morts, au moins en Europe, avec déjà, on en parle beaucoup, déjà à l'époque de cette pandémie, même si le mot n'existait pas, de fausses informations et des boucs émissaires. Il y a une rumeur, c'est que les Juifs ne meurent pas de la peste. C'est évidemment inexact, mais on commence à le dire. Et on commence à le dire pour amener à l'idée que si les Juifs ne meurent pas de la peste, c'est qu'ils l'ont organisée. Et comment l'ont-ils organisée ? Eh bien, en empoisonnant les puits, la nourriture, etc. Donc, immédiatement, en tout cas dans beaucoup d'endroits, on accuse les Juifs d'être responsables de l'épidémie. Ça a des conséquences très concrètes, qui sont les pogroms. Là, c'est pas la voix d'un comédien, c'est votre voix, Patrick Boucheron. Quel regard, vous, historien, jetez-vous sur l'épidémie que nous subissons aujourd'hui ? C'est intéressant parce que cet épisode, c'était un des épisodes de la saison 1 de Quand l'histoire fait date, qui est toujours disponible sur arte.fr et sur YouTube. Et je l'avais présenté dans beaucoup d'établissements scolaires, dans des collèges et des lycées. Et justement, les collégiens, c'était précisément l'extrait qui vous a intéressé, qui les arrêtait aussi. Et d'emblée, il faisait le pont avec ce qui nous inquiète et ce qui nous obsède. D'emblée, il faisait la concordance des temps. Il disait, tiens, c'est comme le 11 septembre, on a aussi dit que les Juifs n'y étaient pas, et donc, parce qu'ils n'y étaient pas, ils l'avaient organisé. Donc cette puissance d'actualisation, en somme, d'une enquête historique, c'est ça qui m'intéresse. Alors il y a effectivement la chose évidente, nous vivons une épidémie, donc nous pensons aux épidémies du passé, et puis des choses plus discrètes ou plus indirectes qu'on propose sur sur la Chine, sur l'Égypte ou sur le Cambodge, parce qu'on fait aussi le tour du monde dans cette série documentaire. Et vous parliez tout à l'heure du 17 octobre 1961, on va y revenir. On continue à parler de la place de l'histoire dans les médias avec nos deux invités, l'historien Patrick Boucheron et le réalisateur Jean-Pierre Cotet. À tout de suite. Quand l'histoire fait date, c'est chaque dimanche sur Arte à 16h30. On parle de la place de l'histoire dans les médias français. Elle est importante. Et De Gaulle, l'histoire d'un géant, à plus forte raison, c'est ce soir sur France 2 en prime time à 21h10. C'est signé Jean-Pierre Cotet. On est ici dans une émission média. Les médias ont joué un rôle important dans l'histoire. Anecdote pour commencer, elle est dans votre documentaire Jean-Pierre Cotet. On est à Londres en 1940. Churchill accueille De Gaulle. Il le soutient, il mise sur lui. Problème, c'est un inconnu au Royaume-Uni. Les Anglais ne connaissent pas De Gaulle. Aussi Churchill imagine un reportage sur le couple. Et le général doit se plier à une séance photographique, un exercice qu'il déteste. Il veut me vendre comme une savonnette. Là encore, on entend la voix de Podalides, mais j'ignorais complètement que Churchill avait aidé à la carrière médiatique du général De Gaulle. Churchill était un stratège et il avait compris qu'il aurait besoin en France d'un relais. Il ne voulait pas être coincé entre Staline et Roosevelt. Et il a contribué à la fabrication, si je peux me permettre de définir comme ça, à la fabrication d'un allié qui était le général de Gaulle. Alors, c'était souvent conflictuel. En parlant de ça, on savait que Churchill et de Gaulle se fut conflictuel. Ce qu'il y a de nouveau dans votre documentaire par rapport aux autres documentaires, et Dieu sait qu'on en a vu, et c'est tant mieux, c'est que c'est une biographie complète. Vous ne démarrez pas soit à la guerre de 14, comme c'est souvent le cas, ou soit à l'appel du 18 juin.
Oui, la plupart des documentaires font démarrer la vie de Gaulle au 18 juin 1940, alors qu'en fait, il a 50 ans. C'est-à-dire que les 2/3 de sa vie sont déjà passés, et ce sont des moments absolument passionnants, de sa naissance à Lille jusqu'à 1940, parce que c'est là que le chef se fabrique. C'est durant ces années-là qu'il écrit ses livres les plus importants, notamment Le fil de l'épée, qui est un livre absolument déterminant. Et si on veut comprendre De Gaulle, si on veut comprendre son obsession et la poursuite d'un destin rectiligne, il faut prendre sa vie dès le départ et le suivre pas à pas. La rencontre avec Pétain, le voyage au Liban dans lequel il va comprendre que les colonies sont destinées à un moment donné à se terminer. Enfin, le personnage se bâtit là. Et puis la rencontre avec Yvonne. Et la rencontre avec la délicieuse Yvonne. Délicieuse ? Oui, on a trouvé des photos absolument magnifiques. Yvonne Vendroux, voilà, on salue Jacques Vendroux qui nous écoute certainement. De Gaulle n'aime pas poser pour des photos puisque vous parlez de photographie, mais il l'a fait. Est-ce qu'il a su, comme ici avec Churchill, se servir des médias ? Non, il était très mal à l'aise avec les photographes, mais très à l'aise avec la radio, puisqu'il avait un talent de comédien exceptionnel. Et avec la télévision ? Après, avec la télévision, là on parle de l'Angleterre, ouais. Mais après avec la télévision, ça a été Denise Bombardier a écrit un magnifique livre qui s'appelle La Voix de la France. Il a parfaitement compris ce qu'un média pouvait... comment on pouvait l'utiliser dans la gestion du pouvoir. Et la preuve, il est toujours imité dans sa dialectique. Je me tourne vers vous, Patrick Boucheron, exemple de rôle joué par les médias. On est au début des années 60, octobre 1961, le 17 précisément. Des milliers d'Algériens manifestent à Paris à l'appel du mouvement indépendantiste, le FLN. La répression est très violente, des dizaines de morts, des centaines de blessés. Et pourtant, expliquez-vous, Patrick Boucheron, sur Arte, l'événement tombe dans l'oubli. Le souvenir de la sanglante répression qui eut lieu le 17 octobre 61 à l'issue d'une manifestation à Paris fut longtemps occulté par celui plus vivace ou mieux entretenu du 8 février 62. Cet événement, lui, a un nom charonne qui l'identifie à un lieu, la station de métro, et à un nombre de victimes, 9, toutes identifiées, toutes françaises. Et tout cela manque au 17 octobre 61. Patrick Boucheron, est-ce que les médias français ont une part de responsabilité dans cet oubli ? On imagine bien que les autorités n'ont pas envie que ça se sache et faire circuler l'information, mais les médias ? Oui, parce qu'en fait, on n'oublie pas, on recouvre. C'est-à-dire qu'un nom disparaît parce qu'il est occulté par un autre. Et dans cette histoire, qui est aussi l'histoire d'une contre-mémoire, d'un couvre-feu qui tourne mal, d'ailleurs, le 17 octobre 61, c'est, comme vous le dites très justement, une histoire des médias et une histoire, au fond, de l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je l'amène pas seul, cette enquête. Évidemment, ce sont des films, donc ils ont des réalisateurs, en l'occurrence Juliette Garcia, et puis des historiennes et historiens à l'écran, là en l'occurrence Emmanuel Blanchard, qui nous livre une leçon d'histoire. C'est-à-dire que oui, c'est l'histoire d'un mensonge d'État, mais lorsqu'un pouvoir tente d'effacer des traces, il en laisse toujours d'autres. Et il nous montre comment, d'une certaine manière, le fait de vouloir oublier laisse des traces dont on peut plus tard se souvenir. Et vous savez quoi, c'est exactement la même histoire qui va se raconter dimanche prochain, 15 novembre, lorsqu'on parlera d'Akhenaton. Alors là, on parle de l'Égypte ancienne, oui. Mais c'est la même chose, parce que c'est un pharaon qu'on a voulu oublier, qu'on a maudit même, parce qu'il avait inventé le monothéisme, et le fait d'avoir voulu l'oublier laisse des traces, et puis c'est celui qui est, vous voyez, Black et Mortimer, au fond le plus célèbre aujourd'hui, avec Néfertiti, Ramsès II et Toutankhamon. Je reviens sur ce massacre d'octobre 61, puisqu'à l'Élysée, c'était le général de Gaulle. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Cotet, ce que vient de dire Patrick Boucheron, c'était un mensonge d'État ? Oui, et on peut nous reprocher ce manque dans notre documentaire. Pourtant, on a veillé... C'est-à-dire c'est un moment historique qui n'est pas la gloire du général et des équipes qui étaient au gouvernement à l'époque. Pourtant, on a veillé à parler des choses qui fâchent, et notamment de l'affaire des Harkis, des 60 à 80 000 morts exécutés parce qu'ils ont été abandonnés, les errances du général en 68,
Mais en effet, c'est un chapitre qu'on aurait pu évoquer aussi. Jean-Pierre Cottet, vous avez une riche carrière dans l'audiovisuel. Vous avez notamment dirigé France 2, France 3, la 5e avant qu'elle ne devienne France 5. 3 chaînes qui parlent beaucoup d'histoire aujourd'hui. C'est c'est un viatique pour faire de l'audience, l'histoire. Je suis pas d'accord, pardon, je vais contrarier avec la formule consiste à dire que le public aime l'histoire. Le public aime les histoires. Et l'histoire est riche d'histoires. Et donc il faut choisir les bonnes histoires qui plaisent dans l'histoire. Je vais vous dire ce qui est très séduisant dans votre émission, Patrick Boucheron. J'ai regardé 2 autres numéros, ceux consacrés au procès de Socrate et à la mort de Saint-Louis. Et à chaque fois, ce qui vous intéresse, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que la réalité historique est différente de ce qu'on croit. C'est contre-intuitif, vos émissions. Est-ce que c'est une clé, même pas de lecture, d'écriture dans le travail que vous faites pour Arte ? D'écriture et de révélation aussi d'une intrigue qui est double. On veut raconter. Moi, je me mets devant la caméra assez simplement pour faire le récit de ce qui a eu lieu, mais aussi le récit de la manière dont on peut comprendre ce qui a eu lieu. Et donc, c'est l'enquête, finalement. C'est comme un roman policier. Pourquoi on veut pas le lâcher ? Souvent parce qu'on s'attache à l'enquêteur, on s'attache au détective. Et je parlais de l'Égypte ancienne. En réalité, les enfants rêvent d'être égyptologues, pas pharaons. Ce qui les intéresse, c'est l'enquête. Et donc, d'une certaine manière, raconter comment on peut raconter l'histoire, c'est pas du tout tordu. C'est finalement aller, à mon avis, au cœur, au plus vif, au plus nerveux de notre intérêt pour l'histoire. C'est-à-dire comment ça se fabrique, comment la mémoire peut déformer des événements et comment un travail sur la mémoire peut contribuer à les rétablir. On a beaucoup parlé de télévision ici, on va dire un mot de la presse écrite. 2 magazines grand public parlent d'histoire, il y a l'Histoire et Historia, mais ce n'est pas le journal historique qui est le plus vendu. Vous connaissez le titre du journal historique le plus vendu en France, Jean-Pierre Cottet, c'est l'Ancien d'Algérie, magazine des anciens combattants de la guerre d'Algérie, près de 300 000 exemplaires diffusés chaque mois, c'est environ 5 fois plus que l'Histoire ou Historia. Merci Jean-Pierre Cottet d'avoir été avec nous. De Gaulle, l'histoire d'un géant, c'est ce soir sur France 2 à 21h10, c'est passionnant tout autant quand l'histoire fait date avec un S à date, chaque dimanche sur Arte à 16h30. Il y a même le coffret qui vient de sortir en DVD. C'est à vous qu'on le doit, ce coffret et cette émission, qu'on les doit, Patrick Boucheron. Merci d'avoir été tous les deux avec nous dans Culture Média.